de Solino, de l'Arcahaie, et les gangs gagnent du terrain, je veux bien le répéter, monsieur l'ambassadeur. Et je ne comprends pas, et je me suis dit que beaucoup d'Haïtiens peuvent avoir des difficultés à comprendre le succès dont vous parlez, monsieur l'ambassadeur. Je pense, non, bien sûr, il y avait les attaques partout, mais ça c'est une réaction des efforts du gouvernement, les efforts des MSS. Il y a même aujourd'hui en discussion au niveau du Conseil de sécurité à New York concernant le futur des MSS avec l'appui du gouvernement haïtien pour avoir une mission de paix qui peut avoir plus de ressources, mais même avec les ressources existantes. Nous voyons que le chef de police, nous voyons que le commandant de MSS, ils sont engagés chaque jour. Il faut réagir. Mais je pense pour la première fois depuis longtemps, il y avait un changement de tactique. C'est le gouvernement qui veut attaquer les gangs et ça, c'est la réaction. La réaction des gangs est de créer plus d'instabilité. C'est pas sûr. Alors, c'est clair qu'il y a des risques avec cette stratégie. Les éléments de sécurité, avec les ressources qu'ils ont, ils sont prêts d'attaquer, mais nous savons qu'il y a toujours des limites de leur capacité. Mais nous savons qu'au moment qu'on peut prendre l'un des leaders, ça sera un changement significatif, je pense, psychologique. Ce que nous avons vu, que n'était pas le cas avant, nous avons vu en réaction, les gangs sont plus près de coopérer l'un avec l'autre. De passer au maximum, la coordination entre les gangs était de faire la même chose au même temps dans leur zone. Mais on a vu ici dans Tabar qu'il y a maintenant des renforcements des autres groupes à Vitalon. Et dans le passé, on n'a pas vu la volonté des gangs de partager leurs ressources avec les autres. Et ça, c'est une réaction. Monsieur l'ambassadeur. Il y a des risques, je pense, pour les prochaines semaines, mais le fait que les gangs sont maintenant en réaction de cette nouvelle stratégie, ça indique même de mon point de vue un progrès. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit des négociation. sabotages... J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ce n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler.
J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS. C'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ses capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors du plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui éventuellement on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs ont suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée d'accepter bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes,
c'est pas le moment pour ce genre de négociation, parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile parce que nous voyons particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs, mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac. Depuis les mois, j'ai vu plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé de Boudon aujourd'hui, j'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de Tabar. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis, par exemple, seraient derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? Oui. Non, j'ai vu même aujourd'hui, et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable,
qui est en train vers le retour vers la démocratie, qui est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders de gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera au pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui c'est utile pour la communauté internationale qui est en train de voir leur contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que c'est même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait leur contribution de leur police, de leur militaire pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui a financé l'opération. Mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de la communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité, mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales.